monde a reçu un exemplier. Ah, c'est ça. Oui, c'est exact. Merci pour l'eau. Très bien. On commence. Oui, mais je te laisse ouvrir les feux. Média stress. Eh bien, je suis ravie de couvrir ces deux journées conclusives, et je remercie tout d'abord Dominique Branchet de nous accueillir ici, à Bâle, cette ville qui fut à la Renaissance, comme vous le savez, le grand centre d'imprimerie que l'on connaît. Et je vous souhaite à vous tous également la bienvenue pour clôturer donc ce cycle après Paris et Lille. Mon propos n'est pas, rassurez-vous, de présenter une communication, mais de formuler quelques remarques ou observations introductives et peut-être un petit résumé de ce qui s'est dit précédemment afin de faire le lien et de remettre voilà, tout ce qui a été dit dans un contexte plus large. Alors pour commencer, un rapide historique s'impose. À l'origine de notre projet se trouvait une conviction. La conviction que les métaphores du livre ont connu avec l'imprimerie et la diffusion du livre imprimé un prodigieux développement qui confirme l'entrée dans une époque nouvelle. Non que l'Antiquité et le Moyen-Âge, bien sûr, aient ignoré le jeu métaphorique. Pendant des siècles, le livre a pu être comparé à autre chose que lui-même, ou même servir de comparant, comme dans le cas du livre de la nature, le Liber Naturae. Et en d'autres termes, pendant des siècles, le livre a été métaphorisé et métaphorisant. Mais c'est à partir du XVe siècle que se déploie un nouvel imaginaire, qui est non seulement plus puissant du fait de la multiplication des ouvrages, mais qui est aussi et surtout beaucoup plus diversifié. Alors quelques précisions sur ce point. D'une part, on observe que les métaphores anciennes et médiévales perdurent. Elles se trouvent reprises, mais souvent amplifiées, comme celle du livre miroir, du livre tombeau, du livre enfant, du livre clé, du livre aliment, etc. Ces métaphores nous sont très familières, mais elles ne sont pas pour autant figées ni mortes, comme dirait Ricoeur. Parce qu'à la Renaissance, justement, elles connaissent une prodigieuse complexification, développement, elles sont revivifiées et remotivées. Je me limiterai à deux petits exemples. La métaphore du livre enfant connaît des variantes prodigieuses qui explorent un peu toutes les facettes de la relation père-enfant en regard de la relation auteur-livre, puisque le livre est consubstantiel à son auteur. Donc le livre enfant peut être chéri, mais il peut aussi être trop couvé ou étouffé par l'amour parental. On parle aussi des livres qui ne ressemblent pas à leurs parents et qui sont comme des avortons rejetés, ou même des ouvrages nés prématurément. On trouve cette image chez Erasme, par exemple, qui évoque l'image du fœtus avorté. Le même Erasme, nous a rappelé Christine Bénévent, fait aussi le parallèle entre l'engendrement des ouvrages et les douleurs d'un accouchement, lorsqu'il parle de la gravelle dont il souffre, par exemple. Et cette métaphore du livre enfant s'accompagne aussi de multiples déclinaisons, comme il a été montré, toujours lors de nos précédentes journées. Toute la panoplie familiale est déployée. On a les livres filleuls, les livres neveux, les auteurs parents ou même grands-parents, les frères, les sœurs. Je ne m'étends pas sur les exemples, toutes ces références figurent dans la précédente journée. Un autre exemple pour montrer à quel point les métaphores sont revivifiées à la Renaissance, c'est le développement de la gravure, par exemple, qui fait surgir les frontispices, et ce genre pictural nouveau, qui renforce du coup lui-même la métaphore du livre-édifice ancestral, et l'idée donc du franchissement de seuil au moment d'ouvrir l'ouvrage.
Alors d'autre part, on voit surgir des métaphores nouvelles et inédites, comme celle du livre Anatomie, du livre Théâtre, du livre Tableau. Je veux dire là vraiment dans les titres. Et ces apparitions, enfin ces métaphores nouvelles sont liées généralement au développement des sciences et des techniques telles justement l'anatomie, l'optique ou même la mécanique. Mentionnons à cet égard les livres horloges, dont il a été question également à Paris, ou les livres qualifiés de réveil matin. Et parmi les nouveautés les plus surprenantes, citons bien sûr sans souci d'exhaustivité le livre crayon, le livre allumette, le livre bouclier, le livre trompette, le livre ruisseau, le livre gâteau, le livre courge, etc. Voilà, qui témoignent donc d'une prodigieuse inventivité et d'humour aussi. Sans oublier, bien sûr, les métaphores parodiques de Rabelais dans le catalogue de la librairie de Saint-Victor. Pour rappel, la braguette du droit, la chaussette des décrets, la savate de l'homme humble, la ratatouille des Hugo, la coudoir de la vieillesse, vous les connaissez. Alors, nombre de ces métaphores, et même de ces métaphores dans le cas de Rabelais, ont été présentées lors de nos 2 précédentes journées. Et il est apparu, au fil de nos travaux, que ces jeux métaphoriques connaissent à la Renaissance un extrême raffinement. Et il faudrait la peine de distinguer plusieurs pratiques, au moins 3. La première, ce sont évidemment les auteurs qui filent les métaphores. Donc une métaphore dans un titre peut annoncer ou contredire le contenu de l'ouvrage, et donc dans certains cas, elle est filée vraiment tout au long du texte. Je passe rapidement parce que on pourrait multiplier les exemples, mais l'idée c'est plutôt de faire une synthèse et d'ouvrir ces 2 journées. D'autres auteurs les mettent en réseau. Alors ainsi en est-il des métaphores horticoles qui se déclinent et se déploient de nombreuses façons. Arbres, jardins, vergers, fleurs, guirlandes, marguerites, forêts, bocages, bouquets, etc. Et d'autres encore se plaisent à les accumuler. Alors ces métaphores cumulatives sont, à mon avis, très intéressantes parce qu'elles associent donc différentes images, souvent dans les titres eux-mêmes, et créent des indécidables. Quelques exemples de titres. Jacques le Grand, le trésor de sapience et fleur de toute bonté, 1530. Robert Gaguin, la mère des chroniques et miroir historial de France, 1527. Ou plus tard, Paul Constant, le jardin et cabinet poétique. Alors, comment un livre peut-il être à la fois trésor et fleur, ou mer et miroir, ou jardin et cabinet tout à la fois? Sur un mode ludique, certains auteurs jouent aussi des métaphores polysémiques en ouvrant à des lectures et des interprétations plurielles. Mentionnons par exemple le Palais des Curieux de Béroald, de Derville, donc qui désigne à la fois le lieu architectural et le lieu anatomico-symbolique de la parole. Et ces métaphores cumulatives confèrent au livre une sorte d'énergie métamorphique, puisque la métaphore a à voir avec la métamorphose, c'est un déplacement, une translation, et voire anamorphique. Donc justement, il y a un syncrétisme des images comme ça, non pas une succession dans le temps, c'est la définition de la métamorphose, mais des images multiples simultanément dans l'espace, c'est la définition de l'anamorphose. Et ces images donc, cumulatives sont particulièrement évocatrices. Comment ne pas citer ici Montaigne, pour qui le livre est tour à tour peinture, portrait, emblème, tombeau, excréments, rhapsodie, marqueterie, corps monstrueux, etc. Alors ce syncrétisme d'images variées donne le vertige et montre aussi et surtout que le livre est un objet qui demeure insaisissable, qui résiste à toute définition stable dès lors qu'on cherche à saisir son essence. Ajoutons que ces métaphores, lorsqu'on les repère, qu'on les analyse, qu'on les recoupe en détail, comme il a été déjà fait en partie lors des 2 précédentes journées sur des auteurs tels que Rabelais, Montaigne, Erasme, Cervantes
Ronsard ou Shakespeare. Ces métaphores donc permettent de mettre au jour un imaginaire riche et puissant qui nous en apprend beaucoup sur la période que nous étudions. Et cet imaginaire, ou plutôt ces imaginaires, embrassent différents champs. Je les mentionne encore rapidement parce que je pense que ce sont des choses tout à fait familières pour vous. Mais bon, l'imaginaire végétal, déjà évoqué, et dont il sera question tout à l'heure encore, je crois. Le domaine architectural et l'imaginaire minéral, avec les livres qui sont des temples, des édifices, des bâtiments, des tombeaux, des mausolées. On a également un imaginaire gémologique, avec toutes les métaphores précieuses, comme la perle ou le collier. Mais encore d'autres domaines apparaissent, comme les métaphores artisanales, de livres marqueterie, mosaïques, tapisseries, les métaphores optiques, les métaphores nutritives et organiques, les métaphores textiles et vestimentaires. Et plus attendu, enfin, bien sûr, l'image du contenant, de l'enveloppe, donc le livre étui, écrin, coffre, trésor, cabinet. Bref, ces nombreuses métaphores témoignent de la variété des formes du livre, mais elles témoignent aussi de la diversité des fonctions qu'il assume. Ainsi, un livre métaphorisé en breuvage nous éclaire sur son dessin. Le contenu sera thérapeutique et consolateur pour le lecteur. Ces métaphores peuvent aussi nous éclairer, sinon sur le contenu de l'ouvrage, du moins sur sa structure et sur le travail même de l'écriture. Le texte construit, façonné, édifié sert les métaphores architecturales. Le texte tissé, tapissé, cousu, suturé, rapiécé, lui, relève des métaphores textiles, ou encore un texte, un livre qui rassemble des textes compilés, assemblés, amassés, collectionnés, où là, on a tout ça est illustré par des métaphores qui désignent le recueil, comme la guirlande, le collier, les bouquets, etc. Mais surtout, il me semble que la variété des métaphores utilisées rend compte de la variété des expériences et des manières qu'a le lecteur d'habiter le livre. En effet, le lecteur habite le livre comme il habite le monde, puisque le livre est lui-même un petit monde. Et son expérience est multiple. Il peut collectionner les livres comme des perles, les dévorer comme un mets savoureux, les contempler comme un spectacle, vagabonder en eux comme dans une forêt, rêvasser en eux comme dans un cabinet ou un musée, les chérir comme un enfant, s'y recueillir comme dans un temple, s'y reposer comme dans un verger, se perdre dans ses anfractuosités comme à l'intérieur d'un corps anatomisé, s'y reconnaître comme dans un miroir, les admirer comme un tableau, les arpenter comme un monument ou une galerie, métaphore de la galerie qui apparaît à la fin du XVIe siècle, mais se développera surtout au XVIIe siècle. On peut les révérer comme un tombeau, les choyer comme un trésor, les boire comme un élixir. Bref, autant d'aventures, autant d'expériences dont on ne sort pas inchangé. Donc le livre métaphorisé est, in fine, un livre habité. Et le livre est toujours plus qu'un livre. Il déborde toujours de lui-même, puisqu'il invite justement à une expérience supérieure. Sa définition semble inépuisable et sa phénoménologie particulièrement riche. Aussi la métaphore, parce qu'elle suggère toujours plus qu'elle ne dit, paraît la plus appropriée pour qualifier les livres. Alors bien sûr, nous poursuivrons aujourd'hui et demain encore notre réflexion sur la nature et les fonctions de la métaphore, après avoir évidemment vu, il est clair pour nous tous que son rôle n'est pas seulement décoratif ou ornemental, mais bien plutôt cognitif. Alors, à propos de métaphores cognitives, justement, il en est une qui me semble particulièrement évocatrice et que nous avons laissée dans l'ombre jusqu'à présent. Il s'agit du livre fantôme ou du livre momie. Je m'explique. Lorsque, en 1417, l'humaniste florentin Poggio Bracciolini, que les Français appellent le Poge, a découvert dans une abbaye allemande la copie intégrale manuscrite du De Natura Rerum de Lucrèce,
son ami, le diplomate vénitien Francesco Barbaro, l'a félicité, s'exclamant que le Poge avait fait surgir d'un monde souterrain, ou plus exactement faire revenir un livre oublié. Mais non pas un livre tout à fait mort, puisqu'on en connaissait l'existence, ni un livre tout à fait vivant, puisqu'il n'était pas différent, mais à proprement parler, un revenant. Alors je cite Barbaro, vous l'avez sur l'exemplier. Nous comptons Asclépios parmi les dieux parce qu'il a ramené Hippolyte et d'autres du monde souterrain. Si les peuples, les nations, les provinces lui consacrèrent des sanctuaires, que n'eût-il pas dû être fait pour vous si cette coutume n'avait pas déjà été oubliée. Vous avez fait revivre tant d'hommes illustres et d'hommes si sages. Notons au passage l'identification du livre à son auteur, donc la personnification du livre. Qui étaient morts pour l'éternité, et grâce à leur esprit et à leur enseignement, nous-mêmes et nos descendants pourrons vivre mieux et honorablement. Le De Natura était dans les limbes de l'oubli, dans un entre-deux spectral, et le Poge, en le diffusant, a assuré sa résurrection. Et Steven Greenblatt l'a ajouté, c'est la deuxième citation, « Les livres qui dormaient dans les bibliothèques allemandes se métamorphosaient en hommes sages et morts. Le Poge était considéré par ses amis comme un héros de la culture, un guérisseur qui réparait et ramenait à la vie le corps démembré et mutilé de l'Antiquité. » L'épisode de la redécouverte de Lucrèce me semble illustrer parfaitement le lien qui unit livre, métaphore et Renaissance. Car la Renaissance, même si le terme Renaissance ne désigne pas encore au XVe siècle une époque historique, la Renaissance, c'est quand même pensée depuis Pétrarque comme une résurrection, une réviviscence. Et elle s'est pensée finalement comme une métaphore. Et cette métaphore de la résurrection passe essentiellement par le livre, auquel les auteurs du passé et du présent doivent de connaître une vie nouvelle, grâce à ces humanistes qualifiés par certains spécialistes de chasseurs de livres, book hunters. On pourrait ajouter chasseurs de fantômes. Mais ce Lucrèce découvert par le Poge n'était encore qu'un manuscrit. C'est son impression à Bologne, à Rome, puis à Paris, à Venise, chez Aldemanus, qui lui a permis de circuler véritablement dans le monde, et c'est sa diffusion massive, grâce à l'imprimerie, qui lui a permis d'infuser les esprits à grande échelle. De manière générale, il est clair que la géniale invention de Gutenberg modifie profondément le statut du livre, dans leur double nature, matérielle et immatérielle, à la fois objet et texte. Et il est toujours utile de rappeler ces chiffres faramineux. Selon les spécialistes, il y a eu plus de livres fabriqués entre 1450 et 1500 qu'en 1000 ans de copies de manuscrits par les moines, soit au bas mot 15 à 20 millions d'exemplaires, comptabilisés dans 35 000 éditions. Donc c'est vraiment une révolution, l'avènement d'une certaine culture de masse, disent certains. Et cette approche quantitative, chère à l'histoire matérielle, a bien évidemment changé les habitudes de lecture et notre rapport au livre depuis la Renaissance. Et je ne m'étends pas sur cette question, qui a déjà fait l'objet de nombreux travaux, puisque ce qui nous a surtout intéressés, c'est cette profonde mutation vue d'un point de vue qualitatif. Et ce point de vue qualitatif, c'est précisément celui que les métaphores du livre nous conduisent à adopter. Une question se pose alors, sur laquelle je voudrais, pour conclure, appeler votre attention. Pourquoi la reproductibilité technique, je cite, des livres, comme disait Walter Benjamin, s'est-elle à ce point accompagnée, au XVe et XVIe siècle, de leur métaphorisation, ou plutôt d'une intensification de la métaphorisation, comme on l'a vu.
Pourquoi tant d'ouvrages imprimés se trouvent-ils désignés, souvent dès leur titre, comme étant des théâtres, des tombeaux, des jardins, des anatomies, c'est-à-dire autre chose qu'ils ne sont? On peut offrir en guise de réponse plusieurs propositions, plusieurs pistes que je vous soumets. Tout d'abord, un goût certain pour les images et une valorisation de la fantasia, ou plus précisément l'utilisation des métaphores comme images verbales, qui confèrent au livre, au sens rhétorique, autant d'énargeia que d'énergeia, puisque ces images s'inscrivent, s'incrustent dans la mémoire du lecteur, en même temps qu'elles stimulent son imaginaire. En d'autres termes, on peut dire que ces métaphores remplissent une fonction publicitaire et commerciale, qu'elles servent des stratégies éditoriales. L'usage des métaphores dont les imprimeurs libraires usent et abusent dans les titres cherche à susciter la curiosité, l'étonnement, et pas seulement au sens philosophique, l'émerveillement, donc à séduire le potentiel lecteur. On peut aussi invoquer, et on n'aura pas tort, en guise de proposition de réponse, la passion des Renaissants pour les ressemblances secrètes, pour le déchiffrement de la prose du monde, pour les proximités cachées. Plus généralement, la prédilection des humanistes et des auteurs pour l'amphibologie et l'énigme. Car oui, la métaphore peut aussi être obscure et hermétique, et elle apparaît, en tout cas chez Aristote, dans le même chapitre qui concerne les énigmes. Autant d'explications que je crois pertinentes, et on peut sans doute en trouver d'autres, mais il en est une encore que je voudrais vous soumettre à titre de simple hypothèse. Hypothèse qui reprend, mais pour l'infléchir ou même la contredire, une thèse de Walter Benjamin. Selon Benjamin, pour qu'un objet possède une aura, il faut qu'il soit authentique, c'est-à-dire unique. Un tel objet est une sorte de monade. Or, la modernité, avec sa technique notamment, vient ébranler l'aura. La reproduction mécanique d'un original entraîne pour Benjamin la désacralisation d'une œuvre. Je cite Benjamin, « La reproductibilité technique de l'œuvre d'art l'ébranle en son autorité et la touche en son point le plus vulnérable, son authenticité. D'où ce que le philosophe appelle une perte de l'aura, cette aura qu'il définit comme l'unique apparition d'un lointain. » Or, on se souvient que l'apparition de l'imprimerie n'a pas été accueillie par tout le monde avec enthousiasme. Pour ses détracteurs, la beauté des vélins allait disparaître au profit d'une nouvelle culture bas de gamme. On appelait alors les livres avec dédain des res papirea, des trucs en papier. Et les couleurs chatoyantes des manuscrits enluminés cédaient la place à une encre noire et austère. Mais pour ma part, je constate que si la technique s'est emparée du livre à la Renaissance, pas seulement du reste pour en assurer la reproduction et la multiplication, mais aussi pour en modifier les modes de lecture, vous voyez la roue à livre sur l'exemplier, qui invite à de nouveaux modes de lecture. Cette reproductibilité technique ne s'est nullement accompagnée d'une perte d'aura. Tout au contraire. C'est à conférer au livre un prestige singulier, une aura, une autorité et une authenticité nouvelle que s'emploient les métaphores qui nous occupent. Elles entourent le livre d'un étrange halo. Il devient ce qu'il est, c'est-à-dire autre chose et plus que lui-même. Je vous remercie de votre attention et il est temps pour moi de céder la parole à des intervenants, tout compétents comme Marius et Mélanie. Merci.